Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Alors, il y a plein de débats qui sont en fait des débats traditionnels de la science économique qui existaient avant Bitcoin. Le problème, c'est que les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Donc, on risque pas de se mettre d'accord sur l'application à Bitcoin. Et comme les débats sur Bitcoin sont biaisés par le fait que c'est un instrument inquiétant pour les États, les banques et tout, ce débat est biaisé. Yorick, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi un sujet qui est le sujet de la déflation monétaire. Parce qu'en réalité, depuis tout petit, on est biberonné à « il faut de l'inflation parce que l'inflation, quand il y en a un petit peu, c'est bien ». Alors qu'en réalité, une monnaie, c'est avant tout une convention. Et on peut très bien imaginer des systèmes différents. Et il se trouve que un certain Satoshi Nakamoto a inventé un système déflationniste. Donc déflationniste, pourquoi? Parce que la valeur de la monnaie, globalement, elle évolue en fonction du rapport entre la quantité de monnaie et du rapport avec la quantité de choses échangeables, donc les biens et les services. Et du coup, si on a une quantité de monnaie qui est fixe avec des biens et des services qui continuent d'augmenter, il y a de plus en plus de Chinois et de moins en moins de riz, donc au final, la valeur de la monnaie a un pouvoir d'achat de plus en plus grand, donc les prix baissent. Et on nous dit les prix baissent, crise déflationniste, c'est affreux, etc. Sauf qu'on n'en est pas si sûr en réalité. Et avant, on en discutait à GAFCAL. Là, Didier me disait qu'il avait regardé de façon empirique sur un siècle ou un siècle et demi aux États-Unis. Et le niveau optimum d'inflation rapporté à la croissance, c'est moins 1,5%, soit les gains de productivité. À quoi ça ressemble une économie déflationniste en Bitcoin? Parce que là, on va vraiment rentrer dedans. C'est pas une expérience de l'esprit. Oui. C'est en train de se mettre en place. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux aspects. D'abord, Bitcoin, c'est une monnaie désinflationniste qui rend possible une économie déflationniste. Pourquoi elle est désinflationniste? Parce qu'elle est inflationniste au sens où la masse monétaire des bitcoins continue d'augmenter dans le temps, puisqu'il y a des nouveaux bitcoins qui sont créés. Donc c'est de l'inflation monétaire. Pour l'instant, mais ça va s'arrêter, ça. Ça s'arrêtera. Il y aura une asymptote à 21 millions qui ne seront jamais atteints à partir de 2140. Mais pour l'instant, donc, on a une monnaie qui est désinflationniste. Son rythme d'inflation monétaire est positif, mais il diminue dans le temps. Voilà. Et il rend possible une économie déflationniste au sens où, effectivement, comme tu le disais, si la demande pour des bitcoins augmente plus que le rythme de production des bitcoins, qui est très faible et qui diminue, à ce moment-là, le prix du bitcoin en biens de l'économie réelle ou en monnaie fiat augmente. Donc le prix des biens réels chute. Le prix de ma voiture en bitcoin diminue dans le temps. Alors ça, est-ce que c'est bien ou pas? Si un bitcoin vaut 200 €, j'achète un vélo. Si le bitcoin vaut 10 000 €, j'achète une voiture. Donc j'ai toujours un bitcoin. Voilà. Mais voilà. Je peux acheter de plus en plus de choses avec un même bitcoin. Le pouvoir d'achat du bitcoin augmente. Donc le prix en bitcoin des biens réels diminue. Parce que le vélo, il vaut plus que 0, je sais pas combien de bitcoin. Voilà. Et ça, alors est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Alors il y a plein de débats qui sont en fait des débats traditionnels de la science économique qui existaient avant Bitcoin. Le problème, c'est que les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Donc on risque pas de se mettre d'accord sur l'application à Bitcoin. Et comme les débats sur Bitcoin sont biaisés par le fait que c'est un instrument inquiétant pour les États, les banques et tout, ce débat est biaisé. Ce débat sur le caractère déflationniste est biaisé. En gros, d'abord, en tant que consommateur, moi, est-ce que je préfère que les prix augmentent ou que les prix baissent? La question, elle est vite répondue. Je préfère que les prix baissent. Si mon salaire reste constant. Si mon salaire reste constant. Et à la limite, si mon salaire baisse un petit peu, mais moins que les prix en moyenne. Psychologiquement, ça doit commencer. Non, mais je reste gagnant. Ouais. Psychologiquement, ça peut être problématique parce que je suis pas habitué à ça. Mais les habitudes, ça se transforme. Ça évolue dans le temps. Pas instantanément, mais dans le temps. Ensuite, est-ce que c'est mauvais pour l'économie? Alors, il y a des gens qui disent, mais si les prix baissent, les consommateurs vont diminuer leur consommation parce qu'ils savent que les prix vont baisser, donc ils vont attendre que les prix baissent. Donc, il y aura moins de consommation, donc l'économie sera moins dynamique. Donc, c'est un argument qui est pas absurde.
Mais d'abord, est-ce que c'est ce qu'on voit dans le monde réel? Est-ce que la consommation de produits informatiques diminue alors que les prix de l'informatique diminuent? Bah non. Donc cet argument est déjà un peu fragilisé. Tout simplement parce que les gens ont besoin et ont envie de s'acheter des choses maintenant plutôt que plus tard. Et ça dépend de plein de paramètres psychologiques et subjectifs qui sont différents d'une personne à l'autre, tout simplement. Alors ce qui est certain, c'est que ça peut quand même modifier les comportements de consommation. Peut-être qu'il y a certains produits qu'on va moins renouveler aussi régulièrement, ou peut-être qu'il y a des produits pour lesquels on va attendre un peu plus avant de prendre une décision d'achat. Et donc ça va changer la structure de la consommation, et peut-être de manière positive d'ailleurs. Peut-être en faveur de produits plus durables, moins polluants, moins consommateurs de ressources naturelles, pourquoi pas. Donc il faut prendre ça en compte. Et puis il y a un autre argument qui dit, mais comment vont faire les entrepreneurs? Comment est-ce qu'ils vont faire du profit? Alors là, moi j'ai pas la réponse absolue, mais un élément à prendre en compte, c'est que le profit de l'entrepreneur, ça va être la différence entre ses coûts et ses revenus. Si ses revenus baissent à cause de la déflation, parce que les prix de vente, il sera obligé de les baisser, c'est un problème. Mais ses coûts aussi vont baisser. Et donc l'essentiel, c'est que la différence entre ses coûts et ses revenus se maintienne. C'est que le profit se maintienne. Si les coûts et les revenus diminuent à peu près dans les mêmes proportions, son profit restera stable. Donc une économie déflationniste n'est pas en soi un problème pour l'entrepreneur dont la motivation naturelle est légitime et le profit. Après, ça peut quand même avoir des impacts en termes d'investissement, de calcul dans le temps, d'emprunt, de plein de phénomènes de financement. Sur l'emprunt, ce qui est intéressant, c'est que une monnaie déflationniste tue ce qu'on appelle le levier. C'est-à-dire que quand il y a de l'inflation, j'ai intérêt à emprunter pour battre l'inflation avec mes rendements. Et au final, si je fais des investissements pas trop, je peux même me faire payer ma dette par l'inflation. Et ça, dans une économie déflationniste, c'est exactement l'inverse. Si j'emprunte à 2% et que c'est moins 1,5% des prix, chaque année, le poids de ma dette s'alourdit. Donc avant d'emprunter, il faut un projet entrepreneurial solide. Je veux dire, les SPAC, on oublie, quoi. On peut imaginer qu'il y aurait moins de projets absurdes, et donc moins de spéculations délirantes, et moins de fantasmes et d'excès dans une certaine partie de l'économie. Ensuite, on a quand même un précédent, c'est le 19e siècle. Parce qu'il y avait l'étalon or, qui a varié au cours du temps, qui a connu des crises, Mais il y a eu sur l'ensemble du siècle quand même une stabilité des prix absolument incomparable avec le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est le siècle dans l'histoire de l'humanité où il y a eu le plus de crises monétaires, d'effondrement de monnaie, de disparition de monnaie, de cycle économique. Il y a eu le plus grand désordre économique tout au long du siècle. Au XIXe siècle, c'était différent. La révolution industrielle battait son plein. Le progrès scientifique était à fond. L'économie se développait, il y avait évidemment plein de problèmes, de défauts, d'effets pervers, de malheurs, etc. Mais il y a eu un développement absolument extraordinaire de la culture, de la civilisation et de l'économie au profit de tous. Et une explosion de l'espérance de vie, etc. Dans un contexte où finalement, comme tu disais, il y avait quand même une économie relativement déflationniste, à part quelques chocs inflationnistes. Et il y avait donc un financement par l'equity plus fort que par l'emprunt. C'est sans doute ce qu'on peut imaginer dans une économie de Bitcoin. Il y aurait sans doute un peu plus de financement par l'equity que par l'emprunt. C'est-à-dire, on prend des parts, on achète des actions pour financer quelque chose plutôt que de prêter, quoi. On émet de l'equity, on émet des actions, ou on émet des jetons d'utilisation d'un produit futur en utilisant des ICO, des Initial Coin Offering. Et donc on peut imaginer effectivement que le financement par l'emprunt serait plus faible, mais c'est pas un mal en soi. Et d'ailleurs, le financement par l'emprunt serait plus faible aussi pour la puissance publique, ce qui ne serait pas forcément un mal en soi. Ça peut-être que ça obligerait la puissance publique à gérer de manière plus rationnelle ses dépenses, à éviter de reporter sur les générations futures des dépenses qui sont faites au profit de générations actuelles,
Parce qu'il n'y a pas que l'investissement public qui est financé par l'emprunt aujourd'hui. Il y a aussi des dépenses qui correspondent pas à de l'investissement. Et donc, on peut imaginer que le système globalement serait au moins aussi sain, si ce n'est plus sain qu'actuellement. Alors par contre, il y a un petit problème dans la soupe, c'est que le passage d'une économie telle qu'elle est aujourd'hui à une économie déflationniste, tous les gars qui sont leveragés sautent. Les États, les entreprises, tous les gars qui ont de la dette parce que justement ils courent après, ils sautent. Et tout à fait. C'est quand même un petit problème. Oui, mais ce problème, il est plus ou moins grave selon la vitesse à laquelle va se faire cette évolution. C'est une évolution qui peut prendre des décennies. Et donc les gens, si l'évolution se fait, les gens vont s'y adapter progressivement. Ils vont progressivement moins s'endetter parce qu'ils vont bien voir que le coût réel de leur dette risque d'augmenter. Mais pour l'instant, l'économie actuelle est quand même de plus en plus inflationniste avec les politiques des banques centrales. Donc on est quand même très loin de ce risque. Mais c'est là où je me dis, si on a un écart en fait entre deux mondes qui sont en train de se construire, qui est grandissant, on va pas vers la convergence, on va vers la divergence aujourd'hui. Plus on tend un élastique et moins on a envie d'avoir les doigts à côté quand on le lâche, quoi. En fait, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a divergence, convergence, mais il y a aussi quand même de plus en plus d'acteurs des réseaux économiques et financiers traditionnels qui s'intéressent à la blockchain, aux crypto-monnaies et qui achètent du Bitcoin pour diversifier leur placement. Donc là, il y a une convergence, mais on la voit pas encore au niveau étatique, en fait. Il n'y a pas encore de banque centrale qui achète des bitcoins, il n'y a pas encore de monnaie étatique assise sur du bitcoin, mais peut-être que ça viendra plus tard, on verra. Ça va être une façon de se couvrir à long terme, à l'échelle de 10 ans, d'une explosion de la dette, et parce qu'à un moment, ces histoires de levier, ça, de façon intrinsèque, il n'y a pas besoin d'avoir un concurrent déflationniste à côté pour que ça figure. Ça va très bien se faire tout seul. Une façon de hedger ça, de se couvrir, c'est d'avoir un peu de bitcoin, quoi. C'est considéré comme ça par de plus en plus d'acteurs tout à fait traditionnels des marchés financiers, qui se disent le scénario catastrophe d'un effondrement des systèmes monétaires et financiers traditionnels est non nul, sa probabilité augmente un peu dans le temps, et donc, dans une logique purement rationnelle, j'alloue une partie de ma couverture à un autre actif très différent, qui lui est en train de se développer. Puis un autre aspect assez marrant de la déflation, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on a un peu de sous, certains le mettent encore sur des livrets A, et parce que le livret A, c'est censé compenser l'inflation. Ça fait longtemps que c'est plus le cas, mais c'est censé. Sauf que dans une économie déflationniste, le livret A, c'est le bitcoin sous le matelas. Parce que quand vous mettez un bitcoin sous le matelas, si, admettons que la déflation soit de 1,5% par an, bah, vous gagnez 1,5% de pouvoir d'achat en ne faisant rien et de façon totalement sécurisée. Parce que vous gagnez les gains de productivité de l'économie. Oui, alors après, le livret A, il est libellé en quoi? Il repose sur quoi? Non, mais juste pour ça, dans un scénario Bitcoin. Ouais. Il n'y a plus besoin de produits de placement de bon père de famille. J'en sais rien. Peut-être que si, mais différent, organisé différemment. Moi, je sais pas, ça. Bah, si c'est déflationniste, le Bitcoin s'apprécie tout seul. Donc, il suffit de l'avoir dans son wallet caché dans le jardin avec la ledger enterrée à 6 mètres sous le grand chêne. Ouais. Et ça prend de la valeur. Oui, alors, si on enterre des billets, Il est déflationniste, mais on sait pas très bien avec quel rythme. Et puis, il y a d'autres actifs qui peuvent s'apprécier plus vite aussi que le Bitcoin, mais qui sont aussi plus risqués. Donc, il y a aussi une diversification des placements qui reste souhaitable. Et donc, il y a aussi d'autres formes d'investissement qui restent légitimes, en plus du Bitcoin, qui peuvent prendre la forme de tel ou tel livret existant ou à inventer. Ça, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que sur les marchés, il y a la notion de taux sans risque, le cash rate en fait. C'est le rendement de la monnaie sans risque. Et pour ça, on prend en général le taux directeur ou les obligations à 1 mois ou à très court terme. Bah, en réalité, ce taux sans risque,
il est assuré par le système. Il n'y a plus de risque de contrepartie autre que la valeur de la monnaie. Oui, à ce moment-là, dans un étalon Bitcoin, c'est effectivement l'évolution du Bitcoin qui peut jouer ce rôle. Après, il y a d'autres scénarios possibles. On peut estimer que le taux de référence du marché, ça va plus être celui manipulé par les banques centrales, ça va être celui rémunérant le capital sur le réseau Lightning Network. C'est-à-dire que ce réseau a besoin de liquidités pour fonctionner. Donc il y a des gens qui placent des liquidités dessus pour qu'ils puissent fonctionner. Ces liquidités sont rémunérées avec un taux d'intérêt qui est fonction de l'état du réseau. Et ce taux n'est pas, contrairement au taux d'intérêt qu'on connaît, il n'est pas manipulé par le secteur bancaire, les banques centrales, les secteurs financiers. La loi n'a aucune influence sur lui. Et donc, en fait, si le Lightning Network se développe, ce taux-là deviendra le taux de référence du marché, équilibrant l'offre et la demande de capitaux. Et il sera le taux qui résumera la préférence temporelle de l'humanité. Parce que le taux d'intérêt, c'est fondamentalement le prix du temps. Sauf que ce prix du temps est complètement dévoyé sur les marchés financiers parce que les taux d'intérêt sont manipulés par les banques centrales et commerciales. Sur le réseau Bitcoin et Lightning, il n'est pas manipulé, et donc on a un taux un peu pur, taux de marché réel qui se mettrait en place. Mais là, on est dans la science-fiction. Mais ce serait un cash rate, un taux sans risque. Voilà, ce serait le taux applicable sur le Lightning Network. Ça a déjà été théorisé il y a 1 an ou 2 par certains économistes. Merci beaucoup. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.